Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Prise de parole du roi Mohamed VI. Le souverain marocain a adressé un discours à la nation samedi 31 juillet 2021 à l'occasion de la fête du trône. La situation économique et sociale dans le contexte actuel, marqué par la crise sanitaire, a été l'axe principal de ce discours. Fin de la carte d'identité classique, entrée en vigueur officielle de la carte d'identité biométrique au Bénin, un document plus sécurisé, assurent les autorités. 40 ans après sa découverte, le VIH continue de faire des victimes partout dans le monde, mais les derniers chiffres montrent des signes encourageants, notamment avec une baisse significative du nombre de décès. Illustration à suivre dans ce journal sur la situation au Zimbabwe. Mais avant de développer ces titres, ces nouvelles arrestations à Madagascar liées au projet d'assassinat du président de la République. Le 22 juillet 2021, le parquet avait déclaré avoir déjoué une tentative d'assassinat du chef de l'État Andrade Joël. Ces nouvelles arrestations impliquent des généraux, des militaires et des policiers. Annonce faite dimanche 1er août par la procureure générale. 6 personnes, dont 2 Français, avaient été arrêtées dans un premier temps. Au total, 14 personnes ont été placées en garde à vue. Une importante somme d'argent, un fusil et 2 voitures ont par ailleurs été saisies. Je vous le disais en titre, au Maroc, le roi Mohamed VI a prononcé un discours samedi 31 juillet à l'occasion de la fête du trône. Un discours sur l'état de la nation dans le contexte actuel du Covid-19 avec des conséquences importantes sur le plan sanitaire bien sûr, mais aussi au niveau économique. Corinne Eoné revient sur ce discours du roi Mohamed VI. Le Maroc tient en main les clés de sa reprise économique. C'est ce qui ressort du discours du roi Mohamed VI à l'occasion de la fête du trône qui marque le 22e anniversaire de son accession à la tête du royaume, célébré ce 31 juillet. Depuis 2020, le pays subit les affres de la crise sanitaire du coronavirus. Toutefois, la création du fonds Mohamed VI d'investissement pour promouvoir les activités productives et pour l'accompagnement et le financement de divers projets d'investissement permet d'amorcer une reprise, entre autres initiatives. وقد بادرنا منذ ظهور هذا الوباء بإحداث صندوق خاص للتخفيف من تداعياته لقي إقبالا تلقائي من طرف المواطنين. كما أطلقنا خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة المتضررة والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للأسر بتقديم مساعدات مادية مباشرة. Les indicateurs économiques montrent en effet que l'économie marocaine, sous la pression climatique également, s'est contractée de 6,3%, entraînant une perte de 432 000 emplois depuis 2020. Pour le monarque, loin de s'en effrayer, cette crise représente pour lui une opportunité de bâtir l'économie sur des bases plus durables, d'où l'adoption de réformes de changements économiques structurels et d'amélioration de la gouvernance publique. أن يشكل الميثاق الوطني من أجل الميثاق إطاراً مرجعياً من المبادئ والأولويات التنموية وتعاقد اقتصادي واجتماعي يؤسس لثورة جديدة للملك والشعب. وبصفتنا المؤتمن على مصالح الوطن والمواطنين سنحرص على مواكبة هذا التنزيل بما يلزم من إجراءات وآليات. Au sujet de la crise sanitaire, le roi chérifien dresse un bilan positif de la bataille des vaccins ainsi que du déploiement réussi de la campagne nationale de vaccination et l'engagement massif des citoyens dans celle-ci. Sur une population de près de 37 millions de personnes, le Maroc enregistre plus de 13 millions de primo-vaccinés et environ 10 millions de personnes qui ont reçu les premières et secondes doses. Le roi Mohamed VI a par ailleurs appelé le lancement d'un projet pilote de fabrication au Maroc de vaccins, de médicaments et du matériel médical nécessaires, élément clé dans la réalisation de la sécurité stratégique du pays. Des affrontements intercommunautaires entre les ethnies Afar et Issa ont eu lieu dimanche soir à Djibouti dans la capitale. Des affrontements meurtriers dans lesquels plusieurs personnes ont perdu la vie. Aucun bilan officiel pour le moment. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Danour,
s'est exprimé à la télévision au sujet de ces combats. Il a dénoncé une manipulation de certains individus à l'origine de ces affrontements. Le ministre de l'Intérieur a également annoncé que les responsables seront traduits devant la justice. La carte d'identité biométrique est désormais en vigueur au Bénin. Ce document d'identité vient remplacer la carte d'identité classique. Pour les autorités, cette nouvelle pièce offrira une plus grande sécurité que la précédente. Reportage entre correspondants, Leftiounou. La carte nationale d'identité qui autrefois était délivrée dans les préfectures et mairies est remplacée par la carte d'identité CEDEAO, encore appelée carte biométrique au Bénin. Une pièce octroyée par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. L'agence délivre également des documents administratifs numérisés, notamment l'acte de naissance sécurisé et le certificat d'identification personnelle CIP. Au regard de l'affluence qu'engendrent ces opérations, les opérations d'enrôlement des usagers et de retrait des actes d'état civil ont été décentralisées. Toutefois, la gestion du flux des demandes et retrait des pièces d'identité demeure préoccupante. On m'a appelé depuis hier, je suis venu, je dois aller au boulot. Jusqu'à présent, je ne suis pas encore servi. Même s'il avait d'autres, on a appelé d'autres depuis avant-hier, qu'on considère comme des anciens, parce que tout à l'heure, j'ai vu un agent d'ANIP dire les anciens, les anciens. Il va falloir prendre les dispositions. Une fois que vous appelez les gens, disposer les cartes quelque part. Les gens viennent, essaient de nous comprendre pour vite libérer les gens, ça aller se vaquer à d'autres activités. En décentralisant les choses, il faudrait que ça se passe dans de bonnes conditions et que tout se passe le plus tôt possible. S'il vous plaît, monsieur, je demande aux responsables de l'ANIP de revoir un peu le système pour qu'une fois, quand on appelle un lot de 20 personnes, que ceux-là, on les sert le plus tôt possible. Les attentes qui s'observent au niveau des sites de l'ANIP créent des malentendus et frustrations dans le rang des usagers. Par ailleurs, la stratégie de distribution des actes d'état civil varie selon les agences. Vous savez, la psychologie de la foule est ce qu'elle est. Si vous avez 1000 personnes voudront vous dicter des conduites à tenir. Or, ici, à Cotonou, on a mis notre stratégie en place qui consiste à ce que les usagers premiers qui arrivent nous prennent les fiches de 20 autres usagers et ceux qui sont invités pour aujourd'hui font un groupe de 20. Ceux qui avaient été invités il y a un moment et qui ne s'étaient pas présentés font aussi un groupe de 20. Donc nous traitons un ancien groupe, un nouveau groupe. Pour l'heure, le second site de l'ANIP à Cotonou, situé au quartier Kourounou, assure 2 missions dans le processus d'obtention de la carte d'identité CEDEAO. Il s'agit de l'enregistrement des demandes d'établissement et de retrait. Seuls les usagers disposant du paiement de la quittance de 6 000 francs CFA au trésor public, de l'acte de naissance sécurisé et le CIP sont éligibles pour l'établissement de la carte d'identité CEDEAO. À noter que les demandes peuvent s'effectuer en ligne. Le continent africain fait face à une 3e vague du Covid-19 beaucoup plus virulente que les premières, mais le nombre de nouveaux cas commence à reculer depuis quelques jours. Mais prudence, car tous les pays ne sont pas concernés. Cette baisse est surtout liée au recul des contaminations en Afrique du Sud. Nathalie Mo. À la 29e semaine épidémiologique en Afrique, une baisse de 15% des nouveaux cas de Covid-19 a été enregistrée par rapport à la semaine précédente. Les nouvelles infections se sont élevées à 238 000 selon des chiffres des centres africains de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC. L'Afrique australe est la région la plus touchée, tandis que l'Afrique centrale a connu le nombre de nouveaux cas le moins important sur la période étudiée. Notons que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en Égypte a connu la baisse la plus significative, soit 32% en moyenne, au cours des 4 dernières semaines. Les centres africains de contrôle et de prévention des maladies continuent de soutenir les pays dans leur plan de riposte contre la pandémie de Covid-19. Durant la 2e vague, nous avons mis en place ce que nous avons appelé les swap teams et nous les avons déployés dans plusieurs pays. À l'examen des chiffres de Africa CDC, l'on note une hausse du nombre de décès sur le continent, fait qui montre un contraste avec l'inflexion de la courbe des néo-infections sur le continent. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le Covid-19 est devenu plus mortel en Afrique. Au cours du mois dernier, 80% en moyenne de décès enregistrés. L'inéquité dans l'accès au vaccin est mise en cause.
Il est crucial que les pays augmentent leur capacité vaccinale afin d'atteindre le plus de personnes possible, ce qui implique la mobilisation de moyens financiers, logistiques et humains nécessaires à la gestion des campagnes de vaccination. Il est aussi question de sensibiliser les populations qui ont une mauvaise perception de la vaccination et celles qui sont mal informées sur le sujet. Selon les chiffres récents des Africa CDC, 31% des pays membres de l'Union africaine connaissent une troisième vague de la pandémie de Covid-19. 23% des pays vivent une troisième vague plus difficile que la précédente. 2 pays connaissent une quatrième vague, à savoir l'Algérie et la Tunisie. 21 pays africains sont actuellement touchés par le variant Delta. Le Zimbabwe et le combat contre le VIH-Sida. Le nombre de personnes vivant avec le virus est estimé à plus d'1 million pour une prévalence de 15% chez les adultes. Mais les chiffres indiqués dans les récentes publications montrent des signes encourageants, notamment avec une baisse significative du nombre de décès. Mildred Yamouf. Des progrès importants réalisés dans la lutte contre le VIH-Sida et la tuberculose au Zimbabwe. Le pays d'Afrique australe connaît une forte baisse du nombre de nouveaux cas et de décès dus à ces maladies au cours des 3 dernières décennies. Au cours des 8 dernières années, les décès dus au sida sont passés de 54 000 à 22 000 par an grâce à l'amélioration de la couverture des traitements antirétroviraux. Effectivement, le Zimbabwe a eu d'énormes progrès significatifs dans la lutte contre le VIH-Sida et la tuberculose malgré le contexte Covid-19. Ceci pourrait s'expliquer par la diminution d'infections dans les groupes vulnérables tels que celui des femmes enceintes et des jeunes. Et on pourra le mettre dans le compte de ce solide système éducatif que le Zimbabwe a mis, l'accent qu'il a mis dessus depuis les années 90, où il amenait ces jeunes à tenir le plus longtemps avant d'être actifs sexuellement, c'est-à-dire en se retrouvant en train d'éduquer ces jeunes à ne pas avoir leur premier rapport sexuel avant, par exemple, l'université, le mariage, et sincèrement, c'est en train de marcher. Selon Global Fund Zimbabwe Advocates, le Zimbabwe a récemment été retiré de la liste des 30 pays du monde les plus touchés par la tuberculose et le pays est désormais parmi les 5 pays du monde qui ont réduit de moitié les décès dus au sida. Le pays veut mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030. On a aussi constaté que la prostitution au Zimbabwe, par exemple, les prostituées qui étaient aussi un groupe très vulnérable, il y a eu aussi une diminution de contamination de ce côté. Et on a vu des communautaires distribuer des préservatifs à ces femmes qui pratiquent ce type de métier. On a aussi vu l'accent qui a été mis sur la gestion des programmes de lutte contre le sida au niveau des districts et des communautés et les améliorations apportées à la condition féminine. Nous savons que c'est depuis 2004 que nous avons remarqué cette diminution drastique de taux d'infection du Zimbabwe et nous leur tirons chapeau parce que beaucoup de pays devraient prendre l'exemple sur eux et savoir que les changements de comportement contribuent beaucoup à faire baisser le taux d'infection dans le pays. Le Zimbabwe a connu l'une des pires épidémies de VIH-Sida au monde, mais depuis 2010, l'intensification du dépistage massif et du traitement a permis de réduire le taux de nouvelles infections. Selon les données des Nations Unies, la prévalence du VIH chez les adultes était de 12,9% en 2020, ce qui correspond à environ 1 230 000 personnes au Zimbabwe. Le tirage au sort de l'Afrobasket 2021 chez les dames s'est tenu au Cameroun le 31 juillet 2021 dans la capitale Yaoundé. 4 poules de 3 équipes ont été composées selon les observateurs. Les groupes A et B sont à suivre de très près. Le point avec Nathalie Mo. Les chapeaux de la Fédération internationale de basketball Afrique, FIBA Afrique, ont dévoilé les différents groupes de l'Afrobasket Dames 2021 organisés par le Cameroun. Les 12 équipes en compétition sont réparties en 4 poules. Des observateurs s'attendent à des matchs très relevés dans la poule B qui abrite le Nigeria, champion en titre, et le Mozambique, grande nation africaine de basketball. On va suivre avec beaucoup d'intérêt la confrontation Nigeria-Mozambique. Ce sera très intéressant au niveau de la poule B parce que le Mozambique, c'est une grande force de basketball en Afrique. C'est un des rares championnats professionnels en Afrique.
Le Cameroun, pays organisateur, est logé dans la poule A avec le Kenya et le Cap-Vert. Si le Cameroun, de par son palmarès, est le favori de ce groupe, le Kenya et le Cap-Vert ont démontré des capacités de combativité exceptionnelles lors des qualifications. Donc attention, cette équipe a pris confiance, elle va arriver au Cameroun et on peut avoir des surprises. Donc il va falloir travailler dur pour prouver sur le terrain qu'on est supérieur à cette équipe. Le Cap-Vert aussi s'est brillamment qualifié au niveau de la zone 2 avec une belle victoire face à la Guinée. Donc c'est des équipes nouvelles à ce stade de la compétition, mais c'est des équipes assez compétitives. C'est la deuxième fois en 6 ans que le Cameroun organise l'Afrobasket Dames. La 27e édition de la compétition, qui débute le 17 septembre 2020, se tiendra dans un contexte particulier marqué par la pandémie de Covid-19. Le Cameroun et FIBA Afrique sont engagés dans le respect des protocoles de lutte contre la propagation du coronavirus lors de la compétition. Les autorités sportives et la Fédération du Cameroun vont œuvrer pour que tout se passe bien et respecter les protocoles Covid de FIBA. Ok, alors une compétition avec public qui sans public nous attend en septembre prochain. Nous espérons bien avec donc nous avons encore 2 mois, peut-être il y aura des levées de certaines mesures, mais cela ne veut pas dire que vous aurez un public à 100% dans la salle polyvalente de Yaoundé. Une place reste à pourvoir pour cette compétition. La poule B est incomplète, les qualifications de la zone 6 n'étant pas encore bouclées. Reste également à désigner la wild card, entendez l'équipe privilégiée invitée par la fédération pour la compétition. De même, le Cameroun n'a pas encore choisi son adversaire pour le match d'ouverture de la 27e édition de l'Afrobasket Dames. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa.